The French invaders. Howdy Renaud. Hello Pascal. Alors c'est pas un raz-de-marée. Nous notons que nous l'avions prévu. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous l'avions tout de même prévu. C'est un Trump slide, mais avant, j'aimerais quand même faire amende honorable. J'ai un mea culpa et à faire. J'ai critiqué et brocardé allègrement des émissions comme C'est dans l'air, C'est à vous, C'est politique lors de notre dernier podcast. Et en fait, je m'étais pas rendu compte de la vraie fonction de ces émissions avant d'avoir vu mercredi 6 novembre, donc le lendemain de l'élection de Trump. Eh bien, C'est à vous. Sur le plateau, il y avait Anne Sinclair, cette femme qui terrorise Elon Musk, rapport à la taille de ses cornes à décrocher des satellites. Voilà. Et puis le rentier artiste de théâtre Pierre Arditi et d'autres invités du même acabit. Et là, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr épiphanie révélation, ces émissions ne sont que des thérapies de groupe pour la bourgeoisie parisienne payée par le contribuable. Oui, je pense que c'est une description assez juste du complexe journalistico-touristique. J'ajouterais à ça que c'est quand même l'idée derrière tous ces médias, c'est quand même le rôle attribué à ce genre de médias, c'est de créer une vérité de toute pièce plutôt que de rapporter ce qui se passe dans la réalité. Donc et là on a vu qu'ils se sont heurtés clairement au mur de la réalité, et je pense que on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, peut-être dans la conversation. Je pense que ça a été l'aspect média a été tout à fait essentiel dans cette élection, où là cette fois-ci on voit une véritable un effondrement une perte totale de crédibilité, de perte totale de crédibilité, mais aussi qui et c'est irrémédiable, c'est définitif là. Perte totale, il n'y a plus de retour possible. Perte totale de crédibilité qui suit un effondrement de l'audience de ces médias. Moi, je lisais. Mais ça fait longtemps, parce que ça fait quand même plus de 3 ans qu'on se rend compte que l'audience de CNN, c'est maximum 600 000 personnes en audience de pic, en moyenne par mois. Oui, Tebi vient de faire un article sur la question, justement, à propos notamment des shows des humoristes comme Jimmy Kimmel ou Seth Meyers et Jimmy Fallon, et dans son article, il mentionne que Anderson Cooper, qui a les meilleures audiences sur CNN, fait en pointe à peu près 890 000 spectateurs, comparé à une petite performance d'une interview de Joe Rogan, c'est 10 millions de. Ouais, c'est ça. Enfin, celle de Trump maintenant est à 46 millions, mais on pense qu'il y a de la censure de la part de l'algorithme de YouTube. Celle d'Edward Snowden, je crois, avait fait 35 millions. Enfin bon, c'est du ce sont des audiences dont les médias mainstream ne peuvent que rêver. Et il donnait des éléments assez intéressants justement sur les grands shows des humoristes comme Jimmy Fallon, etc., qui sont la continuation de Carson et Jay Leno et David Letterman, et en fait Carson, pas Carlson, on est bien d'accord. Carson, Johnny Carson. Pas Tucker Carlson. Pas Tucker. C'est pas même. Et donc il disait que par exemple le show de Seth Meyers, qui est en fait le successeur de David Letterman, ils ont abandonné l'orchestre parce que l'audience ne justifie pas de dépenser autant d'argent pour produire ce show. Donc si on imagine un peu le late show de David Letterman sans orchestre, ce serait quand même assez drôle. Moi je regarde pas Seth Meyers de toute façon. Mais donc on voit, et alors ce qui a été très très intéressant, c'est que Kimmel s'est notamment lancé dans une espèce de tirade en disant c'est ce sale public, si personne ne nous regarde, c'est parce que le public pense mal, etc. Enfin bon, oui, il s'est même demandé ce qu'il avait fait de son passeport. Oui, il s'est demandé ce qu'il avait fait de son passeport. Et puis annoncer que c'était une journée sombre pour
la liberté d'expression notamment et le journalisme. C'est donc c'est la même chose qu'en France. On se rend compte qu'en fait la plupart des journalistes et des commentateurs ou experts français en fait prennent nos informations de ce type de programme. Exactement. Soyons clairs. Oui, donc les mecs ils s'informent sur Saturday Night Live quoi. Ils ont pas compris que la génération qui s'informait à l'époque de George W. Bush sur Comedy Central, donc avec Jon Stewart et Stephen Colbert, c'est terminé ça. La preuve en est que de la répétition à l'envi, y compris par des gens comme Anne-Lorraine Bujon, par exemple, au dernier Esprit public sur France Inter, de la répétition à l'envi de l'histoire de Liz Cheney, comme quoi Trump aurait déclaré qu'il ferait comparaître Liz Cheney devant qu'il ferait fusiller carrément, qu'il la ferait passer par les armes, ouais. Qu'il la ferait passer par les armes. Or, c'est pas du tout ce que Trump a dit. Ce que Trump a dit, que simplement il voudrait voir si quelqu'un comme Liz Cheney demeurait aussi désinvolte vis-à-vis de l'idée d'envoyer des jeunes hommes sur le champ de bataille, si précisément elle avait une expérience du champ de bataille et si elle avait des armes braquées sur elle sur le champ de bataille. Pas du tout. Même chose que pour Glucksmann, etc. Ouais, en France et c'est quand même, c'est exactement le même type de discours. C'est quand même hallucinant que ce mensonge ait été répété par des gens comme Anne-Lorraine. C'est vraiment une aberration. Ce qui est assez drôle, c'est effectivement de constater que tous ces mensonges-là ne prennent plus parce qu'en fait plus personne n'écoute ces gens. Alors, personne. Et puis avec les réseaux sociaux, c'est très facile de vérifier ce qu'il a dit. D'autant que ça dure à peu près 25 secondes, ce qu'a dit Trump, pas plus. Oui, les gens l'ont vu. C'est disponible partout. Alors quand même là-dessus, on peut quand même aussi souligner l'extraordinaire malhonnêteté intellectuelle de Liz Cheney y compris, puisque elle s'est rendue sur le show The View où elle a abondé dans le sens du mensonge des médias sur. C'est la fille de son père. C'est la fille de son père. Oui, c'est. Bon, en tout cas, c'est quand même assez impressionnant quand on regarde la carte du vote populaire, comté par comté, mais les États-Unis sont rouges de partout, y compris dans le sud et le nord de la Californie. Oui, enfin, en fait, on voit que les comtés rouges sont tous les comtés qui sont un petit peu éloignés de l'océan Pacifique. C'est tout l'ouest, notamment des grandes métropoles. Et des grandes métropoles. Tout l'ouest de la Californie est complètement rouge. Et alors que ça n'était pas le cas il y a 4 ans, on voit une évolution même du vote californien qui est de plus en plus rouge, mais ce qui se comprend tout à fait d'ailleurs quand on considère que l'État, effectivement, c'est un État failli. Donc je sais pas si tu as vu là le nouveau maire de San Francisco. Qui est l'héritier des jeans Levi's. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Ça me fait furieusement penser à Newsom, qui a eu sa carrière aussi bien d'entrepreneur que politique, complètement financée par la famille Getty, quoi. C'est vraiment une oligarchie, la Californie. C'est une oligarchie, et ça c'est en train de se casser la gueule. D'autant qu'on entend parler maintenant, il y a vraiment une espèce de mouvement d'ampleur en faveur d'une candidature de Nicole Shanahan, la colistière de Robert F. Kennedy Jr., qui s'est révélée assez remarquable d'ailleurs, je dois dire. Ouais, elle est bonne. Au poste de gouverneur de Californie, compte tenu du raz-de-marée en faveur de Trump et de la fusion des mouvements MAGA et Mara. Je pense que ça peut être, ça doit commencer à singulièrement faire peur mais Newsom, c'est son dernier mandat de toute manière de gouverneur. Il en a fait 2, non? C'est ça. Il en est à son second mandat, effectivement. Donc il va dégager. Donc il va dégager pour préparer sans doute une campagne présidentielle pour 2028. Qu'en est-il de la sociologie de ce vote? Parce que c'est bien gentil les cartes, tout ça, mais c'est bien gentil aussi toutes les analyses, tous ces gens qui nous disent mais non, mais c'est l'économie, c'est ci, c'est ça. Bon, on a bien vu qu'effectivement pendant 4 ans, l'administration Biden n'a eu de cesse de dire aux gens mais non, tout se passe bien à la frontière, ne vous inquiétez pas. Mais non, l'inflation est modérée et sous contrôle. Mais non, Joe Biden est en pleine possession de ses moyens. Mais il y a vraisemblablement,
pour arriver à un tel niveau, enfin à un tel raz-de-marée, parce que là, le mandat que viennent de donner les Américains à Donald Trump est encore plus fort et plus incontestable que celui qu'ils ont donné à Obama à 2008. Hein. Donc, quelles sont les raisons sociologiques profondes qui viennent expliquer ce vote? Alors d'abord sur la question sur le vote, avant toute chose, je voudrais, une fois n'est pas coutume, remercier le FBI et le département de la justice pour avoir en août 2022 orchestré un raid, une descente à Mar-a-Lago pour aller chercher les fameux documents classés que Donald Trump aurait eu au milieu des petites culottes de sa femme avec le donc fameux dossier Macron, c'est ça, ouais. avec le fameux dossier Macron, parce que en fait il faut se rappeler de ce qu'était Trump dans la première moitié de 2022. C'était vraiment un zombie. C'était quelqu'un qui d'abord il était plus sur les réseaux sociaux, il était uniquement sur le réseau social qu'il avait créé, Truth Social. Je sais pas qui a jamais écouté Truth Social. Il était lorsqu'il faisait un meeting, lorsqu'il allait parler devant des audiences, il était hué. Lorsqu'il se vantait d'être à l'origine de l'opération Warp Speed qui avait donné lieu au vaccin Covid. Donc il était vraiment politiquement mort. Or, le raid du FBI à Mar-a-Lago a complètement relancé Trump, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a été complètement revigoré. Si ça s'était pas produit, à quoi on serait aujourd'hui en train de commenter soit la réélection de Biden, soit l'élection de Ron DeSantis. Donc, ce serait vraiment business as usual. Il faut oublier un truc clair aussi, c'est que, je me permets de t'interrompre, c'est que ce raid a eu lieu juste après l'établissement de la réalité du contenu de l'ordinateur de Hunter Biden. Il y a exactement. Ça aussi, ça a joué, donc, je pense. Ça a joué énormément. Mais si on était aujourd'hui dans la perspective d'une élection, soit d'une réélection de Biden, soit d'une élection de Ron DeSantis, il est clair qu'on serait pas du tout dans la même configuration. Quelqu'un comme DeSantis serait pas du tout allé chercher Robert F. Kennedy Jr. Il aurait pas de gens comme Tulsi Gabbard ou comme Vivek Ramaswamy autour de lui. C'est une évidence. Donc on serait vraiment dans une continuation de cette espèce de système, de machine qui s'effondre. Donc là-dessus, on peut vraiment remercier le département de la justice et le FBI. Mais pour revenir sur le vote de mardi, la différence entre le vote de mardi et 2016, c'est que c'est un vote d'adhésion. Le vote de 2016, c'était vraiment un accident de l'histoire, c'était un vote fuck you. Contre une candidate qui avait fait une candidate que la très grande majorité des Américains détestent, qui avait fait une campagne absolument déplorable en se présentant comme une insider. Donc le vote de 2016 était quelque part une anomalie qui a entraîné le Trump Derangement Syndrome, qui a entraîné un énorme durcissement des moyens de violence légitime, d'utilisation de violence légitime par l'État, une fusion des agences de renseignement et des médias, donc la création ça a entraîné vraiment des mesures assez désespérées qui ont mené cette fois-ci à une réaction avec la campagne de 2024 qui nous amène une coalition beaucoup plus large. Là, depuis 2016, Trump n'avait pas de coalition. Trump a été élu parce que il y a un grand nombre de personnes qui voulaient simplement dire non à cette élite arrogante, mais il n'y avait pas véritablement de grandes coalitions, de grands mouvements bien structurés autour de Donald Trump. C'est pas du tout la même chose qui se passe cette année. Le ralliement de Robert F. Kennedy Jr., le fait que la santé
que l'agriculture devienne des questions importantes dans une plateforme politique, c'est complètement nouveau. Et ça explique en très grande partie, je pense que le ralliement de Robert F. Kennedy Jr. a été vraiment je dirais la cerise sur le gâteau dans une élection qui, à mon avis, était scellée d'avance depuis déjà un certain temps, mais vraiment le ralliement de Robert F. Kennedy Jr. fait que on a aujourd'hui une pour la première fois une plateforme électorale qui peut donner espoir. Et d'ailleurs, je voudrais souligner un certain nombre d'effets d'annonce. On a annoncé que Joel Salatin allait avoir un rôle important auprès du US Department of Agriculture, ce qui est Joel Salatin. Joel Salatin, c'est le paysan le plus connu des États-Unis, qui se présente sous le nom de Lunatic Farmer. C'est un esprit très libertarien, au sens plutôt de l'autogouvernement, hein, plutôt que le libertarisme des mœurs. Et Salatin est un paysan qui utilise des techniques d'agriculture régénératrice. Donc c'est son grand, il a écrit un grand best-seller dont le titre est tout à fait éloquent. C'est un hippie, quoi. Non, c'est pas un hippie, Salatin. Donc il a écrit son bouquin le plus connu, s'appelle Everything I Want to Do is Illegal. Tout ce que je veux faire est illégal. Et c'est vraiment une figure assez étonnante, et bien vraiment je dirais un écologiste pur jus, au sens de vraiment ce que la conservation du monde naturel et notamment de ce qu'on appelle les principes de l'animal husbandry, il faut savoir que c'est plutôt un paysan qui fait de l'élevage, c'est un éleveur, hein. Donc c'est vraiment une révolution dans le que des gens comme Salatin et comme Thomas Massey soient annoncés pour être aux commandes de l'agriculture. En même temps qu'on annonce aussi la FDA aussi, c'est quand même du délire, hein. Cette bureaucratie absolument imbuvable qui n'est qu'au service des multinationales agroalimentaires, hein, soyons clairs, hein. Là c'est l'autre grand volet, mais ça on va y revenir avec les effets d'annonce de Trump sur la fin de l'État profond, mais le fait que avoir des effets d'annonce avec des gens comme Joel Salatin à la USDA, Thomas Massey et puis Robert F. Kennedy Jr. sur les questions de santé. En fait, l'idée que Robert F. Kennedy Jr. réorganise, serait sans doute le secrétaire du HHS, Health, Housing and Social Services, et qui serait une espèce de grand ministère, en fait. C'est un grand ministère de la santé et de la solidarité, on peut dire. Exactement. Et donc le mandat donné à Robert F. Kennedy Jr. par Trump, il l'a répété plusieurs fois, c'est de réorganiser complètement la FDA, le CDC et la NIH. Et on commence d'ailleurs aussi à parler maintenant de Twitter FDA, Files. Attends, je me permets de t'interrompre parce que les sigles en anglais, je suis pas sûr que tout le monde comprenne. FDA, donc FDA, Food and Federal Drug Drug Association. Food and Drug Administration. Donc c'est l'équivalent de la Direction générale de l'alimentation en France, du ministère de l'Agriculture, voilà. C'est même non, FDA c'est plus que ça, c'est aussi c'est aussi les médicaments, exact, ouais. Oui, c'est ça, c'est aussi les agences de la santé, hein. C'est donc la FDA c'est l'agence fédérale qui autorise la mise sur le marché des médicaments et notamment des vaccins. Ce qui va peser lourd. Alors CDC, c'est Center for Disease Control, qui est en fait l'agence fédérale qui organise qui en fait décrète les best practices que la communauté médicale doit l'agence sanitaire nationale. Et puis le NIH, c'est le National Institute of Health, c'est l'organisme qui attribue des fonds gigantesques pour la recherche pharmaceutique et médicale. Donc dont Anthony Fauci était un des dirigeants.
C'est absolument énorme le fait que Robert F. Kennedy Jr. Soit aux commandes de l'appareil de santé publique. Donc très bonne nouvelle. Je t'interromps encore parce que il me semble qu'il a fait une déclaration assez intéressante, c'est qu'il a dit qu'il allait interdire la publicité pour les médicaments sous ordonnance, comme c'est le cas en France d'ailleurs, ce qui signifie qu'il y a entre 25 à 30% des revenus publicitaires des médias mainstream qui vont sauter. Ah oui, d'ailleurs, c'est quand on regarde une émission sur le câble ou même sur YouTube, maintenant 3 pubs sur 4 sont des émissions, des pubs pour des médicaments ou des vaccins. Donc c'est l'invasion de l'espace publicitaire par Big Pharma est gigantesque. Donc là-dessus, il y a beaucoup d'effets d'annonce très 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 intéressants sur ces volets. Mais je voulais revenir à la sociologie du vote en même temps. Alors il s'est passé quand même des choses assez intéressantes. D'abord, donc qui dénote que c'est vraiment encore une fois un vote d'adhésion. D'abord quand même chose tout à fait qui m'a intéressé, c'est que la génération qui a le plus voté en faveur de Trump, c'est les Gen X. Donc c'est nous. Donc là-dessus, je pense qu'il y aura pas mal d'encre qui va couler sur le fait que les Gen X sont les faiseurs de roi de Trump et de cette élection qui est un véritable réalignement de la vie politique américaine. On a aussi eu quand même, maintenant on voit que Trump, la majorité des hommes latinos ont voté pour Trump, ce qui entraîne d'ailleurs des réactions tout à fait stridentes dans les médias de l'establishment, où on commence maintenant à traiter carrément les latinos de racistes. Et puis quand même il a fait une grosse percée dans le vote noir qui est constamment minimisé sur les médias mainstream, mais 35% c'est 35% c'est quand même assez gigantesque. Et puis je pense aussi, et moi je crois que la question du vote juif aussi devra être analysée. J'ai plein d'amis moi qui sont juifs, qui étaient mais ils sont peu nombreux, c'est 3 millions de personnes. C'est 3 millions de personnes, mais j'ai plein d'amis qui étaient des électeurs fervents du Parti démocrate, qui soit sont restés à la maison, soit ont carrément voté Trump. Donc là-dessus c'est tout à fait intéressant ce qui s'est passé. Et là-dessus je voulais il y a une analyse que je trouve assez intéressante. Il faudra la vérifier à l'épreuve des faits, mais c'est l'analyse d'un commentateur anglais qui s'appelle qui écrit et publie des vidéos sous le nom de Academic Agent. Et Academic Agent dit qu'en fait on est en face. D'abord c'est un esprit. Academic Agent a une grande théorie selon laquelle c'est le pouvoir qui précède l'idéologie et non pas l'idéologie qui précède le pouvoir. Donc là-dessus, il explique qu'on est en présence d'un réalignement entre deux grandes factions qui se disputent le pouvoir, qui sont d'une part les sionistes et d'autre part ce qu'il appelle les technoglobalistes. Et Academic Agent pense que dès le octobre l'année dernière, en fait, l'élection de Trump était scellée. Ce qui s'est vu très très peu de temps après, avec la rapidité avec laquelle quelqu'un comme Bill Ackman, qui était l'un des grands donateurs du Parti démocrate et grand donateur des grandes universités comme Harvard, c'est son alma mater, c'était un alumni d'Harvard et de Penn et de Columbia. Comment Ackman a réussi à déloger les présidentes de Harvard, de Claudine Gay et puis de Columbia et de Penn autour de la question des manifestations anti-israéliennes sur les campus américains.
Et là-dessus, on voit, alors c'est quand même tout à fait étonnant. Ensuite, Bill Ackman, après le débat entre Trump et Biden en juin, a apporté son soutien à Trump. Tu as aussi, bien évidemment, le très gros soutien apporté à Trump par Elon Musk, qui, je rappelle, en 2023, était un soutien de Ron DeSantis. Donc là-dessus, c'est vraiment un réalignement tout à fait intéressant. Et on a vu, c'est ce qu'explique Academic Agent. Lui, ce qu'il dit, c'est que ce qui décide du pouvoir, la façon dont le pouvoir irrigue le régime, ne vient pas des universités et des médias, mais il vient de l'argent. C'est vraiment l'argent, le nerf de la guerre, et on voit très très bien que maintenant il y a eu l'argent a commencé à miser sur Trump, ce qui se traduit par des soutiens affichés de personnalités très influentes comme Elon Musk et comme Bill Ackman. Et en fait, je pense que l'élection était pliée depuis fin 2023 ou 2024. Il y a eu un certain nombre de choses. Ouais, mais si on veut aller par là, alors poursuivons le raisonnement jusqu'à son terme, puisqu'on se rend compte que la campagne de Kamala Harris avait pratiquement 2 fois plus de budget que celle de Trump, et que ça a été la campagne la plus chère de l'histoire des États-Unis. Oui, c'est la campagne la plus chère des États-Unis, mais c'est aussi vraiment un gaspillage de ces fonds. Alors d'ailleurs, on le voit très très bien les options affichées, parce que d'un autre côté, Trump a bénéficié, par exemple, lorsque Trump va sur des podcasts comme Joe Rogan ou comme Theo Von ou comme Lex Fridman, alors Kamala Harris d'ailleurs était invitée chez Joe Rogan, mais Kamala Harris a refusé d'aller à Austin comme toutes les personnes que Joe Rogan interview, et a demandé, et la règle du jeu elle est claire chez Joe Rogan. Il faut se rendre dans son studio à Austin et il faut accepter d'y passer 3 heures. Ce que Kamala Harris a fait, c'est non. Joe Rogan doit venir à moi à Washington et je lui accorde 1 heure maximum. Bon, c'est qui courtisait qui c'était à Kamala Harris de courtiser Joe Rogan pour avoir accès à 50 millions. Donc on voit que là c'est une très mauvaise utilisation des fonds de campagne. D'ailleurs, c'est à tel point que malgré avoir dépensé 1 milliard dans la campagne, elle arrive en fait à avoir une dette de 20 millions à la fin des comptes. Beyoncé remboursé, Beyoncé remboursé. Bah oui, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher précisément d'avoir Katy Perry. Ils ont payé, non, ces gens-là n'apparaissent pas gratuitement. Ben, ces gens-là n'apparaissent pas gratuitement. Donc voilà comment on a dépensé les fonds de campagne, pendant que Trump, lui, allait dans des podcasts comme Theo Von et Joe Rogan. Et ça coûte pas un rond. Donc encore une fois, on voit très très bien là aussi le conseil de financiers très très avisés comme Elon Musk, qui a mené à ce succès éclatant de Trump, qui a gagné par une bonne utilisation des médias. Mais encore une fois, le soutien. D'abord le soutien d'Elon Musk, soutien, je l'ai dit l'autre jour sur Toxin, sans le rachat de Twitter par Elon Musk il y a quelques années, et sans le soutien logistique apporté sur Twitter à la campagne de Donald Trump, le résultat aurait pu être différent. Donc on voit que là c'est véritablement un réalignement. On passe d'un front des oligarques très unis derrière l'uniparti à des oligarchies rivales, et on voit très très bien que là-dessus la faction sioniste de l'oligarchie est en train d'avoir le dessus sur ce qu'Academic Agent appelle les technoglobalistes. C'est
Mais ouais, enfin, quand tu parles des médias, on parle des nouveaux médias, parce que les médias mainstream, les médias, ce qu'ils appellent legacy media, qu'on peut dire les médias historiques, c'est terminé. Effectivement, c'est plus. C'est fini. Oui, c'est fini. En France aussi d'ailleurs, hein, sauf qu'il y a rien en face, quoi. Il y a rien pour remplacer pour le moment. Il y a plus rien en face. Donc là-dessus, je trouve que, enfin, on est vraiment dans un profond réalignement de la vie politique américaine. Et encore une fois, je pense que il faut parler des puissances de l'argent quand même derrière les campagnes, même si. Ça a toujours été le cas. Enfin, on va de partout, hein, depuis que les démocraties existent, modernes en tout cas. Hein, en France, ça a été le cas aussi. On sait très bien que le comité des forges finançait les campagnes, hein, de tout un paquet de monde. Hein, quand son président n'était pas le même député, hein, je parle bien sûr des Vindel, hein, mais c'est pas nouveau. Pierre Laval, hein, richissime, hein, homme de presse, industriel, etc. Donc c'était c'est pas nouveau. Et donc pour revenir sur le conflit entre sionistes et technoglobalistes, je pense que l'effort désespéré par Kamala Harris d'essayer de récupérer Dick Cheney était à mon avis un signal lancé précisément à cet establishment, à ces forces sionistes de revenir à son soutien. Or là-dessus, on voit que ça marche pas du tout. C'est là-dessus, je crois que je n'explique pas autrement l'invocation de l'adoubement par Dick Cheney que par une nécessité d'aller chercher des donateurs qui étaient partis. Attention, quand on parle de sionistes aux États-Unis, on ne parle pas que des Juifs, hein. Ça faut pas oublier de le dire. On parle surtout on parle surtout du lobby EIPAC qui arrose. À EIPAC, ils ont assez peu, à EIPAC en eux-mêmes ont assez peu contribué. On se rend compte que quand on regarde les donateurs de Trump, il y a aussi énormément d'évangélistes. Oui. Et ceux-là sont sionistes puisqu'ils sont persuadés que l'existence d'Israël est la condition nécessaire au retour du Messie. Alors ils sont pas d'accord avec les Juifs, hein, parce que les Juifs sont persuadés que le Messie n'est pas encore venu, alors que les évangélistes naturellement eux pensent que il est déjà venu, hein, sous la forme de Christ. Hein. Ce qui avait d'ailleurs poussé, c'est Pierre Conessa qui relate ça, ce qui avait d'ailleurs poussé Benjamin Netanyahou, donc lors d'une visite aux États-Unis, à dire à tout ce beau monde, écoutez, on va pas se chamailler pour ça, hein, quand il reviendra, on lui demandera, parce que c'est la première fois ou la seconde. Oui, véridique. Oui, c'est ça, c'est les donateurs historiques, je dirais, de la campagne de Trump, des gens comme Sheldon Adelson, le mania des casinos. Et son épouse. Donc ça mais ce qui est intéressant, c'est que là Trump a quand même considérablement diversifié les puissants donateurs derrière lui. Il avait déjà en 2016 Peter Thiel derrière lui, mais là avec des gens comme Ackman et comme Elon Musk en particulier, c'est ça rééquilibre très 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 fortement l'équilibre des forces entre ce qu'Academic Agent appelle les sionistes et les technoglobalistes. Parce que deux oligarchies rivales, c'est plus une oligarchie, quoi. On est bien d'accord. C'est un système disons que il y a un bouquin qui est sorti il y a une dizaine d'années par un auteur de sciences politiques qui s'appelle Jeffrey Winters, qui s'appelait Oligarchie tout simplement, et il discernait un certain nombre de formes d'oligarchie, les oligarchies sultaniques, les oligarchies rivales, et puis ce qu'il appelait l'oligarchie civile, où là il y a une espèce de complexe en fait d'oligarques qui est assez unifié. C'est ce qui existait jusqu'à présent dans la vie politique américaine. Or là, on est en train de passer une oligarchie civile à une oligarchie, un système d'oligarchie rivale. Donc ça, en même temps, c'est toujours assez turbulent lorsqu'on est en présence d'oligarques qui sont dans des situations de rivalité. Et je crois que là justement ce qui va se passer, parce que Elon Musk a annoncé plusieurs fois qu'il y aurait des révélations sur les dossiers Epstein. Or on voit très très bien qui est dans la ligne de mire d'Elon Musk dans la révélation des dossiers Epstein, c'est Bill Gates et Reid Hoffman, qui sont qui ont été les deux principaux contributeurs
au technoglobalisme démocrate et la campagne de Kamala Harris. À tel point d'ailleurs que et je rappelle aussi quand même les Google qui sont qui est le plus gros donateur de la campagne. C'est le plus gros donateur de la campagne. Bon, ce qui est Et donc si on parle de réalignement, poursuivons. Va-t-on voir des néoconservateurs et des rhinos? Alors rhinos, c'est Republicans in name only, c'est-à-dire des républicains qui n'ont de républicains que le nom, au sein de l'administration Trump. Non, je pense pas. Enfin, d'ailleurs, il y a une campagne très très virulente sur Twitter, sur X contre Mike Pompeo. Et à tel point d'ailleurs que même les effets d'annonce des gens qui seront dans l'administration Trump, Elon Musk a courtisé notamment Ron Paul, et Ron Paul Ron Paul n'acceptera aucune participation dans l'administration Trump. Il a dit oui pour aider à RFK, non, Ron Paul? Oui, en plus Ron Paul est assez proche de RFK Jr. Donc mais Ron Paul n'acceptera aucune participation dans l'administration Trump s'il y a des gens comme Mike Pompeo. Donc jamais ils arrivent à choper Ron Paul, qui est quand même quelqu'un qui est une autorité morale aux États-Unis, mais 10 000 fois plus puissante que par exemple quelqu'un comme Ralph Nader. Infiniment plus. Là, c'est un énorme coup. Là. Oui, c'est un énorme coup, et c'est assez certain puisque c'est Elon Musk lui-même qui le courtise. Donc là-dessus, je suis à peu près certain, et ce serait un attelage assez intéressant d'ailleurs et là je pense que ça peut être une très bonne transition avec notre prochain sujet qui est la fin de l'État profond. L'équipe phare pour dézinguer l'État profond sera menée par Elon Musk et Vivek Ramaswamy. Et avec donc ça va être saignant. Cela dit, ne risque-t-on pas non plus de voir ressurgir un nouvel État profond, parce que généralement c'est bien ce genre de choses. C'est bien tout le problème de ce genre de choses. C'est aussi pour ça que derrière il faudra garder la tête froide et son esprit critique, puisque il est absolument nécessaire si on veut préserver. Je pense que l'élection de Trump a réactivé, a rappelé aux Américains le souvenir que l'Amérique est fondée sur l'idée d'autogouvernement. Or, l'esprit d'autogouvernement, il n'est pas compatible avec un État profond, précisément. On n'est pas du tout comme en France dans une sorte de religion jacobine. Là-dessus, il va falloir un peuple, il va falloir des citoyens qui soient très très aguerris pour maintenant envisager les nouveaux dangers qui se profilent avec l'influence de personnalités comme Elon Musk et comme Peter Thiel. Parce que ce qui est assez inquiétant, par exemple, avec Trump, enfin, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que, par exemple, alors, il a déclaré qu'il allait réactiver, son décret présidentiel qui lui permettait de virer, les fonctionnaires politisés. Moi, je veux bien, mais le problème, c'est que, il va falloir qu'il se calme aussi un peu, dans la mesure où la plupart des fonctionnaires fédéraux, soyons clairs, ne sont pas politisés. Il y a que la haute fonction publique qui Si. Je peux te dire que je vis dans un quartier qui est peuplé exclusivement de fonctionnaires de l'administration fédérale. Ils sont très politisés. C'est sans doute une des raisons pour laquelle j'ai mon domicile a fait l'objet d'une descente de police 2 semaines avant l'élection sur une fausse dénonciation. Je pense que ça a joué là-dedans. Donc non, tous mes voisins sont des gens extrêmement politisés, et je pense que et là-dessus il y a peut-être que quand je parle de politiser, ça ne signifie pas avoir des opinions politiques arrêtées, ça veut dire laisser ses opinions politiques venir troubler son jugement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions jusqu'à pousser au manque de loyauté le plus total. Pour des raisons uniquement idéologiques. C'est exactement ce qui se passe. Je crois pas que je crois que tu sous-estimes la façon dont l'idéologie diversitaire d'IA et Diversity, Equity and Inclusion est centrale.
dans la façon dont le gouvernement fonctionne maintenant. À tel point d'ailleurs que je pense que ça a entraîné précisément une énorme baisse de compétences de la part des bureaucrates de l'administration fédérale, puisque l'idéologie diversitaire est incompatible avec la compétence ou avec la méritocratie. Avec la méritocratie. Donc qui reste le fondement, qu'on le veuille ou non, de la fonction publique américaine, pour le coup. Exactement. Donc, pour revenir aux annonces de Trump, parce que Trump a fait déjà un discours avec des effets d'annonce sur sa stratégie, sur son plan pour en mettre un terme à l'État profond. Et voilà ce que Trump, pardon. Il faut que je prenne mes lunettes. Voilà ce que Trump explique. Il explique, alors, premièrement, rééditer son décret de 2020, rétablissement de l'autorité du président pour révoquer les bureaucrates véreux. C'est ce qu'on appelle la réinstitution de ce qu'on appelait le Schedule F. F pour fire, donc la possibilité de virer des fonctionnaires. C'est un petit peu comme si on abolissait en France le statut de la fonction publique pour remplacer tous les fonctionnaires statutaires par des agents contractuels. Non, c'est pas ça le nom, parce que attends, le Schedule F, je pense il y a toujours eu une possibilité de procéder, comment dire, à des licenciements collectifs dans la fonction publique fédérale. Ça a toujours existé, oui. Ça n'a jamais été abrogé. Là, on parle bien de la possibilité d'aller virer manu militari des fonctionnaires. Des fonctionnaires déloyaux. Oui, non, mais là-dessus. À titre individuel. C'est à titre individuel. Donc c'est vraiment. Ce qui serait une excellente chose en France si on ne l'applique qu'à la haute fonction publique, soyons clairs. Deuxièmement, éliminer les acteurs corrompus de l'appareil de sécurité nationale et de renseignement. C'est quand même assez important. Là, il y a du boulot, ça va faire du monde. Le nettoyage de l'appareil de sécurité nationale et de la communauté du renseignement, c'est quand même très important. Troisièmement, une réforme complète des tribunaux FISA. FISA, c'est Foreign Intelligence Surveillance Agency. Donc voilà. Donc attends, je peux pas regarder. Donc les tribunaux FISA sont les tribunaux qui ont été instaurés après le 11 septembre 2001, si je ne m'abuse. La FISA, c'est ça. Et donc ce sont des tribunaux qui, de manière parfaitement secrète, à huis clos, sont jurés, peuvent décider de la mise sur surveillance de tout un certain nombre de gens. C'est notamment ce qui est arrivé à la campagne de Trump en 2015. Et ce qui est arrivé aussi à Rudy Giuliani en 2020. Ouais, c'est ça. Donc réforme des tribunaux FISA, où notamment en fait on voit que les ce sont des tribunaux secrets. Hein, mais quatrièmement, une justice politique. Hein, c'est oui. Et quatrièmement. Il propose l'établissement d'une commission vérité et réconciliation. Là, quand même, c'est sur les questions de l'espionnage, présidé par Alain Soral, sur les questions d'espionnage, de censure et de corruption de l'État profond. Donc là, il est en train de nous parler, ce qui est une excellente chose, de refaire une commission de Church. Hein. Refaire une commission de Church avec notamment un grand déballage sur la fusion entre le Parti démocrate, les agences de renseignement et les médias, et puis un grand déballage sur le Covid. Donc là-dessus, ce qui explique donc la terreur totale en Europe. Ah bah oui. Parce que là, vraiment, on a tous vu là, von der Leyen, Macron, Scholz, Starmer, tous coup de téléphone. Ah là là, oui, nous sommes prêts à travailler avec Trump. Je comprends mieux maintenant pourquoi. Oui, donc ça va être ça va chauffer. Cinquièmement, répression majeure contre les fuites d'informations gouvernementales qui collaborent avec les fausses nouvelles, pour créer délibérément de faux récits. Ce qui veut dire par là, c'est vraiment d'aller de poursuivre au pénal des officines comme Hamilton 68 ou comme Media Matters America, qui s'est distingué encore une fois la semaine dernière dans un partenariat avec le New York Times pour faire pression sur YouTube, pour censurer des propos d'un certain nombre de commentateurs conservateurs, dont Tucker Carlson et
et Ben Shapiro notamment sur les questions de d'intégrité du processus électoral. Donc j'en ai parlé. Tebi a fait un formidable article là-dessus. Il en a parlé dans son dernier podcast et j'en ai parlé sur Toxin hélas en début de semaine. Donc ça c'est vraiment très important. Donc en fait c'est toute l'infrastructure donc de censure qui a été mise en place soyons clairs par Obama en 2015, ça a commencé là, oui. Qui est en train de s'effondrer, en sachant que la majeure partie de cette infrastructure n'est pas située aux États-Unis, mais située en Europe. Oui, pour résumer un peu la façon dont ces choses se passent, c'est qu'on a des organisations partisanes comme Media Matters américains qui sont des entités à but non lucratif qui vont publier une sorte de rapport avec un certain nombre de soi-disant faits, de révélations. En fait, c'est ce qu'est Media Matters, c'est une organisation de fact-checking partisane. Donc publie un rapport qui établit façon pseudo-scientifique un certain nombre de vérités qui sont ensuite reprises par des médias engagés comme le New York Times ou le Washington Post en disant Tucker Carlson promeut de la désinformation sur l'intégrité du processus électoral de manière à faire pression sur des plateformes comme YouTube pour déplatformer des gens comme Tucker Carlson ou comme Ben Shapiro qui sont les voix les plus influentes les plus influentes dans la communauté conservatrice. Donc oui, et avec un pendant aussi qui consiste également à faire pression sur les annonceurs là pour le coup, pour que ces annonceurs ne fassent pas de publicité sur ces plateformes ou sur ces médias, comme on a vu par exemple avec le Center for Combating Digital Hatred, pardon. Mais tout cela est situé à Hamilton 68. C'est un truc qui était financé par le German Marshall Fund. Oui. Et qui était d'ailleurs c'est du délire total, quoi. C'est des fonds fédéraux américains. Toutes ces officines ont leur siège social au Royaume-Uni de manière à échapper à la protection. On a aussi pas mal à Bruxelles et en Allemagne. Pas mal à Bruxelles et en Allemagne. Mais enfin, bon, le Center for Countering Digital Hate et Hamilton 68 étaient tous les deux établis au Royaume-Uni. Donc, ouais, mais ça c'est aussi lié à l'OTAN. Ça c'est aussi. Parce que si c'était mieux, il y a le Canada en théorie est chef de file pour tout ce qui est lutte contre la désinformation, mais un gros paquet de choses, mais ils ont pas les moyens techniques, déjà. Donc il y a un gros paquet de choses qui est fait en Angleterre parce que les Five Eyes et qu'après la NSA, il y a le CGSQ, quoi. Ouais, donc pour reprendre un peu le plan de Trump, on était au cinquièmement sur les poursuites pénales contre des officines comme Hamilton 68. Le sixième point, il est assez important à mon avis, c'est de rendre chaque bureau d'inspecteur général indépendant et physiquement séparé des départements qu'il supervise. Donc ça, c'est très 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 important. Alors attention, qu'est-ce qu'un inspecteur général ? Alors un inspecteur général, c'est quelqu'un qui enquête sur la bonne utilisation des fonds ou voire carrément la corruption. Donc c'est un inspecteur général de l'administration. C'est un inspecteur général de l'administration dans les agences fédérales. Et bon, moi j'ai vu par exemple lorsque j'étais consultant en développement pour le Millennium Challenge Corporation, il y avait un inspecteur général qui était logé à USAID, l'agence américaine de développement. Or, si on sort le corps des inspections générales des administrations qu'ils sont censés superviser, ça les rend par définition beaucoup plus indépendants. Donc ça c'est vraiment ça pourrait faire beaucoup de bruit. Septièmement, il demande au Congrès il a annoncé qu'il demanderait au Congrès d'établir un système d'audit indépendant pour surveiller en permanence les agences de renseignement. Donc afin qu'elles n'espionnent. Il parle de créer en fait une Cour des comptes, ce qui n'existe pas aux États-Unis. Exactement. Enfin, pas sur la forme française. Mais spécialisé sur les agences de renseignement afin de garantir qu'elles n'espionnent pas les citoyens américains ou ne mènent pas de campagne de désinformation contre le peuple américain ou qu'elles n'espionnent pas la campagne d'un candidat comme ils l'ont fait avec la campagne de Trump en 2016. Huitièmement, il propose de déplacer une partie de la bureaucratie fédérale hors de Washington.
Oh, quelle bonne idée si on pouvait faire la même chose en France. Ça, ce serait vraiment formidable. Donc, vraiment quand même réduire la capacité de pression de cette énorme bureaucratie fédérale sur les représentants élus. Et puis même d'un point de vue simplement économique, c'est pas stupide du tout, puisqu'on voit très bien que il y a énormément de parlementaires. Je parle notamment à Lindsey Graham, l'Alabama, c'est quand même un haut lieu de l'industrie de l'armement. Donc ça permettrait effectivement d'aller revitaliser un certain nombre de régions et d'États qui en ont besoin, et en particulier, je pense, et surtout à l'intérieur du pays, parce que sur les côtes. Oui, et puis je dirais sur un plan électoral, ça permettrait en même temps de changer la couleur politique d'États comme la Virginie et comme le Maryland, qui sont maintenant complètement démocrates. Donc à cause parce que c'est les cités dortoirs, à cause de la présence massive de fonctionnaires fédéraux. Même chose en France, même chose à Bruxelles. Exactement. Neuvièmement, il propose d'interdire aux fonctionnaires fédéraux de prendre des emplois dans des entreprises qu'il réglemente. Donc c'est vraiment à mettre un terme aux portes coulissantes entre l'administration fédérale et les entreprises qui sont réglementées par l'administration fédérale. Donc ça, c'est quand même assez... Alors ça, en France, on n'en prend pas du tout le chemin, puisque Macron, qui a voulu supprimer les grands corps d'État, a fait encore pire. Alors non seulement on les voit plus, les grands corps d'État, mais en plus ils ont légalisé les portes tournantes, quoi. Donc ils ont légalisé le pantouflage vers l'extérieur et la réintégration, quoi. Oui, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec la grande l'essor des anciens ministres, etc., qui créent des structures de conseil, etc. Enfin bon, c'est comme Véran, par exemple, qui après s'être tenté à l'injection de Botox, eh bien finalement a décidé de faire du lobbying. Et puis enfin, il propose simplement de faire pression pour qu'un amendement constitutionnel soit proposé pour limiter le nombre de mandats des membres du Congrès, ce qui me paraît pas la plus importante. Oui, pareil en France, si on pouvait limiter à 15 ans maximum le nombre de mandats de parlementaires, sénateurs comme députés confondus, ça serait très bien. Ce qui aurait d'ailleurs permis de limiter, parce que Biden précisément, vraiment, est la créature du Marais. Biden a été au Sénat pendant 40 ans. Donc, il y a Pelosi, ce que j'appelle Bela Lugosi, parce qu'elle ressemble de plus en plus à Bela Lugosi, quoi, d'ailleurs. Oui, mais Pelosi, 20e, ça fait 40 ans. 40 ans qu'elle est à la Chambre des représentants. Oui, c'est pareil. Ce sont même genre de créatures. Donc là-dessus, c'est quand même un plan tout à fait ambitieux pour réformer l'administration fédérale, et c'est d'autant plus ambitieux que les chefs d'orchestre pour mettre en œuvre ce plan seraient ni plus ni moins qu'Elon Musk, Vivek Ramaswamy et Vivek. Oula. Donc on sait déjà qu'il y a un certain nombre d'agences fédérales comme le Department of Education qui sont condamnées. Ça fait des années qu'on entend. Mais pendant très très longtemps, il n'y en a pas eu de Department of Education aux États-Unis. C'est pas une invention de Carter, ça? Si, ou peut-être un peu avant, je me rappelle plus. Mais en tout cas, le Department of Education se justifie pas, puisque l'éducation est une attribution des États dans la Constitution américaine. Donc c'est pas un pouvoir d'administration fédérale. Donc ça ne se justifie absolument pas d'avoir un Department of Education. Et puis alors je sais pas si l'EPA, Environmental Protection Agency, va disparaître, mais en tout cas je pense que ils vont la refiler aux États. Ils vont la refiler aux États de toute manière, parce qu'avec la jurisprudence qui permet d'attaquer toutes les réglementations décidées par les agences fédérales en justice, et donc de les faire annuler. Ah oui, la fin de la doctrine Chevron. L'EPA, ça plus rien, quoi. C'est la fin de la doctrine Chevron, ça, l'absence de déférence de la part des juridictions fédérales vis-à-vis des opinions, des interprétations de la loi par les administrations fédérales. Donc ça aussi, c'est parfaitement délirant, parce que même en France, ça n'existe pas. Tout peut être attaqué. Alors qu'on pouvait attaquer, mais ça servait à rien, quoi. C'était extraordinaire, quoi.
Donc tremblement de terre quand même hein, sur si vraiment il donne suite à tout ça, c'est quand même. Si ça se réalise, c'est un changement copernicien. C'est même plus un tremblement de terre. C'est quand même du très très lourd. Donc beaucoup. Mais ils reviennent en fait à l'esprit de la Constitution américaine. Hein. Ah ben. C'est un retour. Moi, c'est la théorie que j'avais à propos de cette élection. Elle est fausse ou peut-être pas. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que ce que nous allons voir, cette élection consiste bien plus à revenir à ce qu'étaient les États-Unis avant, c'est-à-dire un État profondément non pas déconcentré ou parce que c'est un État fédéral, hein, mais à arrêter le mouvement de centralisation qui s'est amorcé avec la Seconde Guerre mondiale. Hein. D'abord avec le New Deal, mais surtout avec la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il fallait bien soutenir l'effort de guerre et qui ne s'est jamais arrêté depuis. Oui, ça, on peut dire que ce mouvement quand même commence pendant la période ce qu'on a appelé l'ère progressiste, qui est inaugurée avec la présidence de Woodrow Wilson. On voit. D'ailleurs, c'est en 1913 qu'est créée l'IRS, Internal Revenue Services, qui institue un impôt sur le revenu. D'ailleurs, et le FBI non aussi. Non, le FBI c'est un peu plus tard, je crois, mais c'est en tout cas l'impôt sur le revenu est une création de 1913, de même que la Federal Reserve Bank est une création qui. Oui, ils veulent la supprimer aussi celle-là. Alors ça, avec des gens comme Ron Paul en fait impliqués dans l'administration Trump, Ron Paul et Elon Musk ont une cible sur le dos de la Federal Reserve Bank. Ce qui d'ailleurs est assez intéressant parce que Jerome Powell est intervenu cette semaine en disant que il refuserait de démissionner si Trump lui demande. Donc bras de fer en perspective. Non, mais c'est Wall Street qui saute en fait. Là c'est Wall Street. Ça, des gens comme Larry Fink et compagnie, ils vont plus rigoler du tout parce que la puissance de Wall Street ne réside qu'en une seule chose aux États-Unis. Hein. C'est la planche à billets, soyons clairs. C'est exactement ça. C'est une énorme pyramide de Ponzi. C'est la planche à billets. Hein, on le voit très bien. Et ça, si jamais. Mais alors. Ça voudrait dire donc avoir une banque centrale qui serait donc où la politique prédominerait. Donc en fait un petit peu comme ce qu'était la banque centrale, la Banque de France avant l'euro, quoi. Oui, donc bon, voilà, je pense qu'on devrait terminer sur cette note d'espoir hein, avec les effets d'annonce de Donald Trump. Donc il va se passer énormément de choses au cours des mois prochains et encore plus semble-t-il après l'investiture de Trump si tant est qu'elle intervienne. Compte tenu quand même de la netteté de la victoire. Je pense que maintenant ça va être très difficile. Cela dit, j'arrête pas de recevoir des textos et des emails d'organisations qui organisent des manifestations. Donc ça c'est à suivre. The French invaders